Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode important puisque on va parler de la position victimaire. Donc, on va être dans le registre de l'analyse transactionnelle, dans ce vocabulaire-là. J'ai déjà beaucoup parlé des positions de sauveur à maintes reprises et dans différents contextes puisque c'est une position qu'on retrouve évidemment très souvent, notamment chez les femmes et notamment chez les pros de l'accompagnement. Et comme parmi vous qui m'écoutez, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de professionnels de l'accompagnement. J'ai très souvent parlé de la position du sauveur, notamment aussi parce que c'est quelque chose qu'on travaille très souvent en coaching ou dans la formation sur la posture d'accompagnement. Aujourd'hui, donc, on va être plutôt focus sur cette position victimaire. Donc, je fais un mini rappel sur le triangle de Karpman, le triangle dramatique de Karpman, position du persécuteur, position du sauveur, position de la victime. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Cette position dite de victime, cette position victimaire, c'est vrai qu'elle est un peu moins glamour, entre guillemets, socialement. Le sauveur a souvent cet avantage, c'est d'ailleurs un bénéfice secondaire fort de la posture du sauveur, c'est que socialement, il est plutôt valorisé. On est souvent moins gêné de se reconnaître dans la position du sauveur. Quand on parle de la position victimaire, voilà, des fois ça grince un petit peu plus des dents, on n'a pas très envie de se définir comme ça, on n'a pas forcément très envie de s'avouer qu'on peut fonctionner comme ça. Pourtant, sauveur, victime, c'est deux positions qui prennent leurs racines entre guillemets aux mêmes endroits, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, la question à 10 000 balles pour aujourd'hui, c'est comment on fait quand on est bloqué dans cette position victimaire, c'est-à-dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute des autres, c'est pas juste ce qui m'arrive, le monde, les autres, la vie, c'est contre moi, de toute façon je peux rien y faire, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, voilà. Et encore une fois, j'ai besoin de faire un petit disclaimer. J'ai besoin d'en faire deux. Le premier, d'en faire trois. Le premier, c'est que je rappelle que quand on parle des positions sur le triangle de Karpman, on parle de stratégie comportementale, on parle de rôle de sauveur, de rôle de victime, de rôle de persécuteur. On ne parle certainement pas de personnalité. Tu n'es pas un sauveur, tu n'es pas une victime, tu n'es pas un persécuteur. Tu as une tendance à sauter plus facilement dans la stratégie comportementale du sauveur, ou de la victime, ou du persécuteur. Le deuxième disclaimer qu'il faut rappeler, c'est que quand on joue des jeux psychologiques, on passe par les trois positions. Vous n'êtes pas que en sauveur, que en victime, que en persécuteur. Et ce n'est pas possible que vous ne soyez, par exemple, que en sauveur et en persécuteur et jamais en victime. C'est pas possible. Le troisième disclaimer à faire, c'est que quand on utilise le terme de victime ici dans tout cet épisode, je tiens à le rappeler qu'on l'utilise au sens, encore une fois, transactionnel, c'est-à-dire de l'ensemble des stratégies comportementales définies par Stephen Karpman. Donc on ne parle évidemment pas du statut de victime au sens légal, au sens juridique, au sens pénal de la chose. C'est très important de le rappeler, parce que là, évidemment, il n'y a pas débat. Quand on est dans le registre juridique, dans le registre légal, dans le registre pénal, il n'y a pas débat. Il y a zéro responsabilité pour la victime et il y a 100% de la responsabilité pour l'agresseur. Je me permets de le rappeler à bon entendeur vu le contexte du moment. Là, on est donc dans le registre de l'analyse transactionnelle. Et donc, on va faire un premier point. On va parler de plusieurs choses. Un premier point sur ce fameux, comment dirais-je, socle un peu de la position victimaire qui va avoir ce réflexe, entre guillemets, parce qu'elle cherche des bénéfices secondaires. Comme la position du sauveur cherche son bénéfice de reconnaissance, la position victimaire cherche généralement plutôt un bénéfice d'approbation. Généralement, ça tourne plutôt autour de ça, de l'approbation et qu'on s'occupe d'elle. Bon. Donc, on va commencer par se faire un petit point sur cette question du « c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre ». Je suis sûre que tu as déjà pu dire ou que tu as déjà pu entendre, notamment ça se dit beaucoup dans le contexte relationnel, souvent ça se dit à propos des couples, mais dans le contexte relationnel de manière générale, c'est 50-50. Je suis sûre que tu as déjà dit ça ou que tu as déjà entendu ça. C'est 50-50. Sous-entendu, les torts sont partagés dans le conflit qu'il y a eu ou la rupture ou quoi que ce soit. Alors, j'ai alerte scoop dès le début du podcast. C'est faux. C'est jamais 50-50. Ça n'existe pas. Ce n'est jamais 50-50. C'est toujours 100%, 100%. Chacun est 100% responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, etc. Donc, c'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. 100% pour chaque individu qui compose
la dynamique relationnelle dont on est en train de parler. Je rappelle que quand on dit responsable, on parle de littéralement être en capacité d'apporter une réponse. Donc quand on parle de responsable, bien entendu, on ne parle pas de coupable. Donc on n'est pas en train de dire que, je sais pas, quand il y a une rupture amoureuse par exemple, que les deux sont 100% coupables de ce qui s'est passé. En revanche, ils sont tous les deux 100% responsables. Jusqu'à preuve de contraire, ils sont tous les deux adultes. Et donc, de fait, ils sont 100% responsables de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas dit, de ce qu'ils n'ont pas fait, etc., etc. Encore une fois, quand on dit 100% responsable, on veut dire, a priori, on a deux adultes et donc ils sont, a priori, tous les deux, 100% en capacité d'apporter des réponses. Donc, a priori, pas apporter les bonnes. A priori. Donc, le propre de la position victimaire, c'est justement de fuir ses responsabilités. C'est la définition, on va dire, de base. La position du sauveur, sa définition, entre guillemets, de base, de manière très grossière, c'est je vole au secours des gens sans qu'on ne m'ait rien demandé, parce que si je fais du bien aux gens, alors moi je vais bien. Je vole au secours de ceux qui ne m'ont rien demandé parce que j'obtiens un bénéfice secondaire qui est celui de la reconnaissance. La position de victimaire, c'est plutôt je fuis mes responsabilités. C'est une position, encore une fois sur le triangle de Karpman, qu'on utilise quand on est dans la passivité, quand on est dans la fuite de ses responsabilités. Du coup, le deuxième point que je voulais qu'on aborde dans cet épisode, c'est pourquoi on l'utilise. Parce que peut-être que tu es en train de m'écouter et tu te dis, mais du coup, c'est un peu bizarre ce truc-là, genre ça me ressemble pas du tout, je vois pas pourquoi j'aurais tendance à l'utiliser ou pourquoi je l'utilise par moment. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise cette position victimaire? Comme pour la position du sauveur, comme je viens de le rappeler, qui a appris à confondre être reconnu et être aimé. Et donc qui cherche désespérément un besoin de reconnaissance. Axel, rendons César ce qui appartient à César, Axel te met dans la description des liens vers des podcasts, des articles, des masterclass que j'ai fait à propos de la position du sauveur. Si tu as besoin de creuser la question du sauveur, il y a pléthore de contenu chez Bien dans ta boîte pour en parler. Donc, au même titre que cette position du sauveur, elle a appris à confondre être aimé et être reconnu, qu'elle cherche désespérément ce besoin de reconnaissance chez l'autre, en étant le sauveur et en volant à son secours sans qu'il ait rien demandé, etc., etc. La position victimaire, elle a également appris une confusion. Mais ça n'est pas la même, tu l'as bien compris. Elle cherche également un besoin. En fait, elle a appris à confondre, se plaindre et demander de l'aide. Et elle cherche un besoin d'approbation. Comme j'ai dit un petit peu avant, c'est pas le seul besoin qui est recherché par la position victimaire. La fuite des responsabilités est souvent un besoin très très courant, la valorisation aussi, enfin voilà, bon, il y en a d'autres, mais principalement il y a un besoin d'approbation. Donc, comme je le disais, on utilise tous ces trois positions du triangle de Karpman. Peut-être que la position victimaire, elle peut être ta position de prédilection, peut-être que tu l'utilises très très peu et que tu te rends pas plus compte que ça parce que c'est pas si courant que ça. Quoi qu'il en soit, ça vaut le coup de se regarder honnêtement et de voir quand est-ce qu'on peut jouer ce rôle. Et surtout, de comprendre ce que tu cherches à obtenir quand tu joues à partir de la position victimaire. Peut-être que tu es épuisé et que du coup, tu as besoin d'aide, mais que tu n'arrives pas vraiment à demander de l'aide. Et donc peut-être que tu rentres dans une position victimaire qui va avoir tendance à se plaindre pour obtenir par exemple de l'aide à la maison ou de l'aide au travail, mais sans jamais avoir formulé une demande claire, qui, je le rappelle, est la base de la position d'adulte. Il est capable de prendre ses responsabilités, de formuler une demande qui soit claire, et je le rappelle, qui soit négociable et qui soit refusable. Puisque les positions victimaires, c'est quand même un petit peu les pros, par définition, de ne pas formuler de demande, sinon elles ne seraient pas en position victimaire. Et quand elles apprennent à en formuler, généralement, c'est un peu les pros pour formuler des demandes qui sont complètement irréalistes, qui du coup vont être refusées la plupart du temps et qui vont leur permettre de rebasculer dans une position victimaire. Après, elles viennent me voir en coaching et elles me disent oui, mais tu vois, j'ai formulé une demande et la demande elle a été refusée, les gens veulent pas m'aider. Mais si la demande que tu fais elle n'est pas refusable, je me tiens de préciser que du coup c'est un ordre, ce n'est pas une demande. Donc peut-être, si je reprends mon exemple, que tu es épuisé et que tu as besoin d'aide mais que tu n'arrives pas à demander cette aide. Et donc du coup, tu te plains ou tu soupires, etc. D'ailleurs, ça me fait faire un autre petit disclaimer, c'est que notamment mes élèves mes élèves ne m'appartiennent pas d'ailleurs, les élèves qui ont suivi ma formation sur la posture, plutôt où on fait beaucoup d'analyses transactionnelles sur la posture d'accompagnant, ou toutes celles et ceux qui sont passés en coaching d'ailleurs, puisqu'en coaching on en fait beaucoup aussi. Vous m'avez entendu rabâcher ça plein de fois, c'est que
la position victimaire, enfin, pour identifier à partir de quelle position me parle mon interlocuteur, je ne dois pas écouter le ton. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on a la sensation que dès que le ton est sec, abrupt, cassant, il émane donc forcément de la position du persécuteur. C'est pas le cas, hein. Je prends un exemple très concret, comme tu vas voir tout de suite. Si par exemple, tu toques là à la porte de mon bureau pour, je sais pas, me demander quelque chose, et que moi je t'envoie bouler en te disant «Ah, bonjour, mais par pitié, me dérange pas, je suis en train de travailler là». Tu pourrais penser que je te réponds avec le persécuteur parce que je t'envoie bouler. C'est bien la position victimaire en fait qui est en train de parler. Je ne t'ai formulé aucune demande, je me suis juste plaint de ton irruption dans mon bureau. Il n'y a pas de demande, donc on n'est pas en adulte. Je n'ai pas volé à ton secours de mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc je ne suis pas un sauveur. Je ne cherche pas ni à te dominer, ni à obtenir du respect et donc les bénéfices de la position du persécuteur. Je suis bien dans une position victimaire. Ce n'est pas parce que le ton est désagréable que c'est la position du persécuteur qui parle. Donc si je reprends mon exemple, peut-être que tu es épuisé, que tu as besoin d'aide, que tu n'arrives pas à la demander, et peut-être que tu rouspètes toute la journée. Peut-être que, autre exemple, peut-être que tu doutes de toi, peut-être que tu doutes de ton projet, peut-être que tu doutes de tes capacités et que tu as besoin du coup d'approbation. C'est peut-être pour ça que tu peux par moment utiliser cette position victimaire dans le cas où tu cherches à être valorisé parce que tu es en ce moment un peu insécure et plein ou pleine de doutes. Peut-être que tu as vécu quelque chose de tellement douloureux que c'est trop difficile pour l'instant de voir ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé et que peut-être pour l'instant il est plus simple de ne voir que les torts de l'autre. Je rappelle plutôt 2 fois qu'une que je ne parle évidemment pas d'une situation où l'autre a été violent ou abuseur. Je me permets de le ressouligner plutôt 10 fois qu'une. Mais par exemple, je reprends l'exemple du début, tu es en pleine rupture amoureuse. Ton amoureux ou ton amoureuse t'a blessé. Tu vis quelque chose qui est hyper douloureux, qui est potentiellement qui te fait vivre une blessure d'injustice, une blessure de trahison, quelque chose comme ça. Et effectivement, peut-être, n'est-ce pas encore le moment où tu vas arriver à être en adulte et à voir quelle peut être potentiellement ta part de responsabilité là-dedans. Et donc peut-être qu'effectivement, il y a une phase de la position victimaire qui a besoin de charger l'autre et de le rendre responsable de tout. C'est ok aussi, on n'est pas dans un, comment dirais-je, dans un process, dans un cheminement maximaliste qui consiste à être on flic tout le temps. C'est pas l'idée. Peut-être, les derniers exemples de pourquoi tu peux utiliser cette position victimaire, peut-être que tu te sens tellement peu écouté, tellement peu entendu, tellement peu soutenu, que tu as l'impression qu'il n'y a plus que la plainte qui pourrait susciter de la compassion chez l'autre. Les options sont infinies, bien entendu, sur pourquoi on utilise cette position victimaire. Mais, au même titre que le sauveur n'est pas maso, il ne passe pas son temps à tout donner et à tout pardonner pour rien. Le persécuteur n'est pas sado, c'est pas un sadique, il ne passe pas son temps à dominer ou à critiquer les autres pour rien. Ils le font tous les deux parce qu'ils obtiennent des bénéfices secondaires. La position victimaire, c'est pareil. La victime ne passe pas son temps à se plaindre sans rien demander ou en faisant des demandes extravagantes pour rien. Il y a bien quelque chose qui mérite d'être entendu. Précisément, quand c'est vous qui êtes dans cette situation, il y a quelque chose qui mérite d'être entendu en vous. Quand c'est un proche à vous qui se comporte comme ça et que vous tenez à cette personne, il y a quelque chose qui mérite d'être entendu et peut-être de l'aider à cheminer vers, sans jouer au sauveur. Mais précisément, si vous jouez au sauveur, vous le maintenez dans la position victimaire. Enfin, précisément, vous ne l'aidez pas, en fait. Hein. Pensant bien faire, précisément, vous allez le maintenir là-dedans. Mais vous pouvez essayer de l'accompagner à mettre des mots sur le vécu, sur les émotions, sur les besoins et d'arriver à formuler une demande claire qui permettra de passer en adulte, demande à laquelle vous pourrez répondre ou négocier ou refuser. Et il y a quelque chose qui mérite d'être entendu, bien entendu, si vous êtes professionnel de l'accompagnement et que vous accompagnez un bénéficiaire qui est très souvent dans cette posture-là, il y a quelque chose qui mérite d'être entendu. Dernier point qu'on aborde dans cet épisode avant de se quitter, c'est du coup comment on fait pour sortir de cette position victimaire. Donc, comme pour la position du sauveur, comme la position du persécuteur, le sujet de fond, c'est de fermer son territoire psychique. On a fait tout un épisode de podcast sur cette histoire de territoire psychique, on te met le lien dans la description. En français, fermer son territoire psychique, ça veut dire apprendre à être à soi-même son propre parent. Ça veut dire apprendre à poser des limites. Fermer son territoire psychique, ça veut dire je dessine un petit bonhomme avec un cercle autour. Et ce cercle complet, net, il parle de limites établies, solides, qui sont donc en possibilité de faire la différenciation entre le dedans et le dehors. C'est la partie un peu technique
On en parle dans le replay de la masterclass sur l'affirmation de soi. On te mettra tous les liens en description. Et sinon, on en parlera en coaching, en formation sur la posture. En tout cas, tant que ce territoire, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures dans les limites, il y a des endroits où les limites n'existent pas du tout, ou alors elles sont très précaires, c'est pas solide, c'est pas établi. Tant que le territoire, il est ouvert, tu es dans une situation de dépendance vis-à-vis des autres. Le sauveur, il est dépendant des autres pour se rendre indispensable et donc se sentir reconnu. Le persécuteur est tout autant dépendant des autres puisqu'il a besoin de dominer et de critiquer les autres pour se sentir important et respecté. Et la position victimaire, elle est dépendante des autres pour tout. Elle est dépendante des autres pour qu'on l'aide, elle est dépendante des autres pour qu'on l'écoute, pour qu'on la soutienne, pour qu'on fasse à sa place, pour qu'on prenne en charge ses responsabilités, etc., etc. Donc en fait, c'est tout le travail d'identification des besoins, puis d'apprendre à répondre à ces besoins, d'identifier des ressources, de prendre confiance aussi en ses ressources, d'apprendre à formuler des demandes, d'apprendre à encaisser les refus, etc., etc. Tout ça va contribuer à fermer petit à petit ce territoire psychique. Puis il y a d'autres évidemment axes de travail. Et une fois qu'on a ce territoire psychique fermé, solide, établi, on a une différenciation nette entre le dedans et le dehors. Et donc on a une différenciation nette entre ce que sont mes responsabilités, tes responsabilités, mes émotions, tes émotions, mes valeurs, tes valeurs, etc., etc. Et à partir de là, uniquement, on peut avoir une communication bienveillante, non violente, efficace, fonctionnelle, etc. On peut avoir un sentiment de sécurité. Tu peux pas te sentir en sécurité si ton territoire psychique il est ouvert, parce que par définition, ça veut dire qu'il est intrusable de partout. Et donc, forcément, ça te met en vulnérabilité. Donc, c'est à partir de là qu'on va se sentir en sécurité. C'est à partir de là qu'on va se sentir en puissance. C'est notamment la thématique du persécuteur qui lui a appris à confondre la puissance avec la violence. Ce n'est que à partir de là qu'on va pouvoir commencer à être dans cet attachement sécure pour les relations et dans cette position d'adulte. 3 ressources, si tu as besoin d'aller plus loin. Bon, on t'a déjà mis des épisodes, etc. en description. Tu as le replay de la masterclass Apprendre à s'affirmer. C'est gratuit. Donc ça, c'est un replay de masterclass qui doit durer 1h15, 1h30, quelque chose comme ça. C'est pour tout piger à la question de l'affirmation de soi et à cette histoire de territoire psychique. Si c'est ce sujet que tu as besoin de creuser, tu as les liens dans la description. Autre possibilité, c'est le replay de la masterclass gratuit, toujours, sortir des schémas répétitifs, même si ça fait un bail que tu tournes en rond avec ton schéma répétitif qui t'enquiquine la vie. Donc pareil, c'est gratuit, c'est un replay de masterclass, ça dure 1h15, 1h30, quelque chose comme ça, et c'est un peu plus sur la question des schémas répétitifs, donc comme son nom l'indique. Si tu as besoin d'aller encore plus loin et d'avoir un cerveau annexe pour t'aider à processer ton cerveau à toi, le mieux c'est d'arriver du coup en coaching. C'est cette option-là qui sera du coup la mieux pour toi si tu veux te transformer, si tu veux sortir de tes répétitions de schéma, puisque ça c'est mon c'est mon chemin de croix de tous les jours d'accompagner ces sujets-là. Mais j'adore le faire. Sortir de tes répétitions de schéma, si tu veux t'affirmer, si tu veux travailler à prendre ta place, c'est tous ces sujets-là qu'on travaille dans le coaching. Donc on te met tous les liens dans la description pour aller voir le coaching, la page, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe de travailler ensemble, et le lien pour réserver ton appel découverte. Si tu le souhaites, c'est gratuit, ça prend 30 minutes et ça permet de voir si éventuellement c'est fait pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu et je te retrouve la semaine prochaine dans l'épisode suivant. Ciao, ciao.